le discours que je vais tenir devant vous. Je l'ai intitulé « L'universel singulier entre Sartre et Lévinas ». Alors il se trouve que l'universel singulier, c'est devenu le titre de ce banquet, mais à l'origine, et d'où mon propos, c'est le titre d'un article de Jean-Paul Sartre consacré à Kierkegaard, un article qui date de 1963. Alors, je commence par des considérations définitoires, disons. Ce qui est universel, c'est ce qui vaut pour tous. En grec ancien, dans le grec d'Aristote, to kat olou, ce qui va selon le tout, disons. Le singulier, à l'inverse, c'est ce qui ne vaut que pour un seul et unique sujet. Dans le grec d'Aristote, to kat ekaston, ce qui va selon chacun. En logique, pareillement, est dite universelle la proposition qui se peut soutenir de tous ou qui ne se peut soutenir d'aucun. Singulière, celle qui ne saurait se dire que d'un et qui justement sépare cet un en le distinguant de tous les autres. Le singulier, en même temps qu'il se pose face à la totalité des autres, en tant qu'unique, ruine par sa position même le tout dont il s'excepte. Défection donc de l'universel dans l'affirmation même du singulier. Qui veut à l'inverse penser l'universel a tôt fait de sombrer dans l'abstraction, car il lui faut retrancher de ce qu'il pense tout le singulier. S'il souhaite dépasser la simple définition et appliquer sa pensée à un objet, mettons la totalité des hommes, dont il a été question tout à l'heure, il court le risque de ne parvenir à penser qu'un concept vide, qu'une pure forme, comme celui, concept ou celle, forme d'homme, justement. Car concevoir l'homme selon le tout oblige à retrancher, je viens de le dire, toute singularité. Et ne plus voir les hommes que du point de vue du tout, c'est nécessairement rater chacun dans ce qu'il singularise. Négation du singulier, du concret, dans la conception même de l'universel. Alors, chacun de se voir ainsi tenu pour quantité négligeable, ou pire encore, considéré comme obstacle à la constitution de l'universel, chacun protestera et tâchera de faire valoir, contre l'insipide abstraction totalisante, sa singularité concrète, le goût même de son existence à nul autre semblable. À l'homme abstrait, chacun est à même d'opposer, fort de l'expérience vécue de sa singularité, dont je supposerais que tous la font, ou plutôt que chacun l'a fait. Donc, fort de la saveur de sa contingence, chacun est à même d'opposer à l'homme abstrait la teneur vécue de sa propre existence. Le singulier se dresse donc face à l'universel comme son autre. Soit on nie le singulier en le faisant se fondre dans l'ensemble, dans le groupe, dans le système ou dans la science, dont il ne serait qu'un élément, une composante, un rouage ou un moment, un cas, un exemple anonyme. Soit on brandit, face à une telle universalité impersonnelle, l'irréductibilité de l'individu considéré dans sa singularité. Individu porteur d'un nom propre. Ou bien donc l'universel, ou bien le singulier. Nous serions confrontés là à une alternative radicale, à une opposition qui constitue précisément le cœur de l'interrogation qui commence à être menée et puis qui va être menée pendant une semaine au banquet et que pour notre part, pour certains d'entre nous, nous avons déjà travaillé un peu ces 2 derniers jours dans le séminaire qui vient de s'achever. J'approfondis encore cette opposition que je viens de signaler entre l'universel et le singulier. La singularité, brandie comme un étendard face au tout écrasant, ce propre à soi, jeté à la face du commun et du général, est-il si sûr de n'être pas finalement aussi illusoire que l'idée était abstraite, que l'idée universelle était abstraite? Le goût de l'existence, sa saveur, ne relève-t-il pas simplement de la conscience trompeuse que nous avons, du fait de notre manque de recul vis-à-vis de nous-mêmes, de n'être pas ce que les autres sont, parce que quelque chose en nous, croyons-nous, commence véritablement?
Ne sommes-nous pas semblables à ce caillou roulant, persuadé d'être lui-même le principe de son mouvement, quand il l'a reçu d'un autre qu'il ne connaît pas, et dont il ignore, comme le souligne Spinoza, l'existence. En réalité, tout n'a-t-il pas déjà commencé hors de nous, avant nous, sans nous? La conscience de notre singularité ne résultait-elle pas, autrement dit, de la mise entre parenthèses, sous la forme d'une abstraction singularisante cette fois-ci, de l'espace, du temps et de notre inscription en eux? Hegel avait par exemple montré, avant Marx, que l'individu n'est en tant que tel qu'une abstraction. Attention cependant, la critique de la singularité affichée, brandie face à l'universel abstrait et impersonnel, ne procède pas toujours du souci de l'universel. Car ce n'est pas en l'homme universel que disparaissent les limites du singulier, mais bien plutôt dans un groupe ou une communauté particulière. La nation ou le peuple, chez Hegel par exemple, la classe, chez Marx. C'est-à-dire donc que j'introduis ici la catégorie du particulier qui nie, me semble-t-il, tout autant le singulier que l'universel. On peut parfaitement, c'est tristement banal, faire l'éloge du groupe, de l'appartenance, défendre ses valeurs, ses membres, ses institutions, simplement parce qu'on en est. Ainsi, par exemple, le nationalisme ne conçoit-il l'universel, lorsque d'aventure il s'en soucie encore, que comme l'élargissement de son être national à l'ensemble des hommes, c'est-à-dire au fond comme empire. Alors il se trouve que renoncer au singulier et à l'universel pour se contenter d'être ce que l'on est du simple fait que l'on est, ce que j'appelle ici le repli dans le particulier, c'est exactement la définition que Sartre donne du salaud. Il existe une saloperie du particulier qui se donne comme universel, mais qui reste au stade de la caricature de l'universel. À celui qui se soucie véritablement de l'universel, ce particularisme-là est absolument insupportable. Mais peut-être y a-t-il aussi une part de vérité dans le refus de s'en tenir uniquement au plan individuel et dans la tentative de reconnaître une certaine dignité au groupe, à la communauté, à l'être ensemble. La saloperie consisterait à renoncer à l'universel pour se contenter du particulier, c'est-à-dire à admettre l'idée qu'en lieu et place de l'homme, il n'y ait que, ou de l'humain, il n'y ait que nous, les membres d'un même groupe. Donc soit à renoncer à l'universel pour se contenter de cela, ou alors à croire qu'on a découvert l'universel du fait qu'on en a aperçu une figure. Les nations, par exemple, ne sont pas seulement principes ou résultats du nationalisme et de la guerre, mais aussi autant de métaphores de l'humain. C'est une expression d'Emmanuel Lévinas, la nation comme métaphore de l'humain. On le voit, c'était le sens de cette petite introduction définitoire ou définitionnelle, on le voit, citons qu'on s'efforce de penser un peu la question de l'universel se complique, et il ne suffit plus de se contenter de bons sentiments, fussent-ils déguisés en théorie. Et la grandeur de Sartre, à mes yeux, c'est d'avoir pris la mesure de cette complexité. La force des textes de Sartre me semble être de permettre d'en prendre la mesure. Alors, j'ouvre une parenthèse relative à la réception de Sartre. Pour des raisons qui, dans un premier temps, peuvent paraître étranges, mais qui semblent, au fond, en dernière analyse, relever de ce que l'on a coutume d'appeler culture générale, ce qu'un penseur juif allemand du début du XXe siècle, qui s'appelle Franz Rosenzweig, qualifiait de cimetière de la pensée, la culture générale, et qui désigne en réalité la paresse intellectuelle. On aime à réduire la pensée de Sartre à des propositions massives et sans réel intérêt. Cette réduction, qui a permis pendant un temps de faire de Sartre une icône, voire une idole, explique aussi sa mise à l'index depuis sa mort. Destin étonnant, si on y songe, parce que c'est ordinairement le mouvement inverse que l'on constate. Mais la réduction que je viens de décrire est fréquente. On n'apprécie rien tant que de se retrouver toujours à la maison,
toujours chez soi. Donc on aborde les penseurs avec l'idée simple de ce qu'ils ont pensé, et ce qu'on appelle travail de l'esprit consiste bien souvent, jusqu'au cœur de notre université, à retrouver chez un auteur ce qu'on savait déjà s'y trouver. La liberté chez Sartre, par exemple, l'éthique chez Lévinas, pour donner un autre exemple. D'une telle manière de lire, il faut évidemment penser le plus grand mal. Elle rend impossible toute vie intellectuelle. Car il n'y a de pensée que là où il y a surprise. Il faut donc, pour penser, être capable de se laisser surprendre, et ça ne va pas de soi. Et il existe chez Sartre, du moins je le soutiens, il existe chez Sartre bien des occasions de surprise pour qui prend la peine de le lire sans se fier exagérément aux guides ou aux topos qui, considérant un penseur comme les guides touristiques considèrent un pays ou une région, nous indiquent ce qu'il faut voir, ce qui vaut la peine, ce qu'on peut admirer si on a un peu de temps, ce dont on peut s'abstenir enfin, mais dont on pourra néanmoins parler en connaisseur, d'en avoir saisi l'essence dans son guide touristique. C'est évidemment pas comme ça qu'on pense, et c'est pas comme ça qu'on se promène et qu'on visite un pays. S'il faut illustrer cet antagonisme entre le tourisme intellectuel et la pensée, on n'a qu'à se souvenir de la violence des réactions des Sartriens aux entretiens publiés par Sartre et Béni Lévy à la fin de la vie de Sartre. Que Sartre sortit ainsi des sentiers battus de sa propre pensée, de sa doctrine, enfin, le mot devrait arracher la langue quand on parle de ça, de sa doctrine, voilà qui était insupportable pour les doctes sartriens. Alors pourquoi est-ce que je disais que Sartre avait pris la mesure de la complexité de la question de l'universel ? Je vais m'appuyer, pour essayer de vous le faire entendre, sur le titre de la conférence dont j'ai annoncé le titre tout à l'heure, consacré à Kierkegaard, l'universel singulier. Ce titre prend la forme, ça saute aux yeux, d'un oxymore, puisqu'il associe deux termes dont je viens de dire, enfin dont chacun peut voir qu'ils sont antagonistes ou antagoniques. Il semble, le titre de Sartre, supposer un point de rencontre entre ce qui va selon chacun et ce qui va selon le tout. Il semble suggérer que l'on puisse penser l'universel non plus à partir du tous, mais du singulier, de l'un, et tâcher d'échapper ainsi à l'abstraction universaliste sans renoncer pour autant à l'universel. Ce titre semble, énonçant une contradiction, poser d'emblée le problème sur un autre plan que celui de la logique. L'enjeu est de taille. Il faut donc voir comment il est pensé par Sartre par-delà le titre de sa conférence, c'est-à-dire dans le texte lui-même, auquel je vais me référer constamment dans mon propos. Alors, pour mettre en perspective les propositions sartriennes, je tâche de restituer rapidement le contexte de ce que j'appelle la mise en question de l'universel par Sartre. Elle est liée, chez lui, chez Sartre, à une méditation sur l'histoire, et plus particulièrement sur l'histoire telle que Hegel l'avait pensée, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle, ce qu'Hegel l'appelait ainsi, la philosophie de l'histoire. Cette méditation sur l'histoire est présente quasiment du début à la fin de l'œuvre de Sartre. Quasiment, parce que la notion d'histoire n'apparaît pas comme telle dans les textes de Sartre, dans les textes de jeunesse de Sartre, je veux dire, pardon, ceux, disons, d'avant la guerre. Sartre dit, à plusieurs reprises, Sartre dit avoir découvert l'histoire avec la guerre. Avant elle, il avait goûté l'illusion d'une vie individuelle, purement singulière, indépendante des événements collectifs ou communs. Je cite une réponse de Sartre à une question qu'on lui pose sur ce que la guerre lui a appris, qui se trouve dans On a raison de se révolter, et dit la chose suivante. La guerre m'a ouvert les yeux. J'avais vécu la période 1918-1939 comme l'aurore d'une paix durable. Et je voyais que c'était en fait la préparation d'une nouvelle guerre. Quant au beau petit atome bien propre que je croyais être, des forces puissantes s'emparaient de lui et l'envoyaient au front avec les autres sans lui demander son avis. Voilà l'intrusion de l'histoire dans la vie de Sartre. Et c'est cette intrusion, Sartre lui accorde beaucoup d'importance parce qu'il dit dans d'autres entretiens que cette intrusion de l'histoire dans son existence singulière fait coupure dans sa biographie. Il y a deux époques, dit Sartre, dans ma vie, avant la guerre, après la guerre. Ce sont deux époques que j'ai beaucoup de mal à considérer dans leur unité. Il y a une rupture radicale.